Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder le bilan 2024 de l'écosystème de la mobilité électrique avec un retour d'expérience qui sera également animé par Denis Robin, notre Business Development Manager. Nous allons voir ensemble également les perspectives 2025 avec quelques conseils stratégiques pour vos futurs équipements IRVE. Et bien sûr, comme d'habitude, à la fin, vous allez pouvoir poser vos questions live en activant vos micros et caméras. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'exprimer en live, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation via la conversation. Donc, je vais laisser la parole à notre directeur général, Michael Pinto. Merci Rachel, merci d'abord d'avoir préparé ce webinaire. Donc merci d'être présent à notre dernier épisode de nos webinaires Branchez-vous à l'électromobilité. Fin d'année rime avec effectivement bilan et la période entre la fin d'année et la nouvelle année, c'est aussi propice aux réflexions par rapport à qu'est-ce qu'on fait en 2025. Donc tout d'abord, on va commencer par pour petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous, Mobility Plus, on est intégrateur, c'est-à-dire que on installe, on conçoit, on installe, on a un bureau d'études, à la fois études fonctionnelles, études électriques. On est opérateur de borne une fois qu'elles sont installées. On est aussi opérateur de cartes dans l'écosystème, ce qu'on appelle le MSP, pour permettre l'itinérance à nos clients. Bon, on travaille beaucoup sur l'écosystème ENR, donc énergie renouvelable, en particulier avec les projets photovoltaïques. Donc on peut intégrer des projets photovoltaïques. Dans l'avenir, parce que ce n'est pas encore nécessairement 100% économique, on peut aussi intégrer la partie batterie pour bénéficier à plein des surplus par rapport à l'autoconsommation. Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui nous occupent au quotidien et je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc on va commencer par effectivement le bilan 2024, quelques chiffres. Je vais aller assez vite, vous aurez les slides, mais je vais aller assez vite sur les chiffres parce qu'il y en a beaucoup. Donc le premier bilan sur 2024, c'est déjà la partie... Je ne sais pas si vous voyez le slide passer. Voilà, sur la mobilité électrique, donc slide suivant effectivement. Aujourd'hui en France, on a un peu plus de 2 millions de véhicules électriques qui soient full EV ou PHEV, donc hybrides rechargeables. On a en gros à peu près doublé, puisqu'on n'est pas encore en fin d'année, mais on a doublé le nombre de véhicules sur la route en 2 ans. Donc on a un peu plus d'1 million de véhicules sur la route. Il faut mettre ça dans un contexte où il y a aujourd'hui 39 millions, un peu plus de 39 millions de véhicules en France, avec un âge moyen de 11 ans. Juste pour donner un ordre d'idée, ça veut dire qu'en fin novembre 2024, même s'il y a eu des baisses fortes d'immatriculation sur le marché au global, on est à 37 000 véhicules sur le mois de novembre et à une part de marché de 23% entre BEV, donc Full EV, et PHEV. Si on regarde ça par rapport au marché mondial, aujourd'hui, on a 1,3 milliard de véhicules sur la route. On est à peu près à 5% d'électrification, là encore PHEV, BEV. Et on a une part de marché sur les immatriculations. Si on regarde, en fin d'année dernière, c'était à peu près 24%, qui correspond à peu près aux parts de marché qu'on a aujourd'hui en France, avec par contre une accélération très très forte du marché chinois, avec des ambitions affichées qui sont très très fortes, et on attend probablement un taux d'électrification sur les véhicules qu'on met sur la route qui sera de peu près 60% d'ici 3 ans. En Europe, on s'attend à peu près à une électrification autour de 40% d'ici 3 ans. Si on regarde maintenant concrètement en France comment ça se décompose, donc on le voit à peu près un tiers de véhicules hybrides rechargeables et un tiers de full électrique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une très forte disparité entre les deux motorisations, où aujourd'hui, 50%, c'est-à-dire que la majorité, et ça c'est une tendance affirmée depuis de nombreux, de nombreux mois, parce que l'offre électrique avec suffisamment de véhicules sur le marché, elle date plutôt d'il y a 24 mois, mais depuis plus de 2 ans, on a 50% de la demande des véhicules full électriques qui sont tirés par les particuliers. Et là, alors que dans la partie BHEV, on est donc les plugins, on est sur à peu près 80% de la demande qui est tirée par les entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui est, on va dire, même si c'est un tiers, 2 tiers, on est plutôt sur
une perte de part de marché de la partie particulier. Les particuliers ont bien compris l'intérêt de passer à une motorisation électrique unique plutôt que d'embarquer les deux technologies. Ça peut être aussi lié au fait que quelque part la conduite du changement pour passer de l'IC, enfin du moteur à combustion au moteur électrique, quelque part est un peu moins violente quand on fournit des véhicules en PHEV. Si on regarde ensuite au niveau des flottes avec le baromètre Arval, on est sur vous voyez, des taux d'équipement qui sont normalement 2024, on devait être à 20% des flottes. On est aujourd'hui sur un taux d'équipement qui est assez faible. Hein, on voit sur les véhicules électriques, les véhicules particuliers à 13%. On reste en majorité près de 9 véhicules sur 10, un peu moins de 9 véhicules sur 10 sont encore en thermique. Et puis évidemment sur les VUL, où là, voilà, les utilitaires, l'offre a seulement quelque part démarré depuis 12 mois réellement. On est encore sur des taux d'équipement qui sont assez faibles. Donc aujourd'hui, on se rend compte que au niveau des entreprises, donc, puisque nous c'est notre cœur de métier, puisqu'on travaille, on travaille que en B2B pour l'équipement des bâtiments, hein, que ce soit avec des property managers, avec les directions des immobilières des entreprises ou avec les gestionnaires de flotte aussi. Et on fait aussi les bornes à domicile pour les salariés. On fait pas de B2C, mais ça veut dire que la connaissance de notre marché elle est très portée sur le B2B. On se rend compte quand même que voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas très 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 vite. Une des premières raisons qui est citée, c'est et en plus en augmentation, c'est à 60% les bornes, un manque de bornes en tout cas de recharge publique. Le deuxième sujet, c'est aussi pas de bornes sur le lieu de travail. On verra ça après concrètement sur les chiffres. Donc, et ensuite, pas de solution de recharge de domicile. Donc, on voit qu'effectivement, la borne de recharge, même si elle représente qu'une fraction finalement assez faible du prix du véhicule, elle est un frein aujourd'hui qui est perçu comme majeur par rapport à une grande partie voilà, des entreprises et des gens pour passer à l'électrique. On entend aussi, c'est qu'on a le sentiment d'être moins libre parce qu'il faut aller recharger. Bon, tous ces sujets-là, d'ailleurs, qui vont être moins prégnants avec l'augmentation des autonomies sur les véhicules et la meilleure densité électrique en kilowatts par kilo de batterie. On a aussi le sujet économique, hein, les loyers trop élevés. Et puis aussi, on nous parle, ces choses dont on nous parle, c'est les montants d'investissement. C'est vrai qu'il faut investir dans l'infrastructure et comme je l'ai dit, ça reste quand même marginal par rapport au coût de la voiture elle-même. Alors ensuite, ça c'est confirmé avec des chiffres qui ne sont pas exactement les mêmes, mais puisque là c'est une étude plus globale non B2B, mais on se rend compte que effectivement le sentiment de manque d'infrastructures est un véritable frein. Donc frein sur les infrastructures publiques, donc ça c'est quand on fait de l'itinérance, point A à point B. Ça peut être aussi à destination. Hein. J'arrive à un endroit où je sais que je vais stationner, s'il n'y a pas de borne, je suis embêté pour partir. Il y a en entreprise et il y a chez les salariés. Donc, clairement derrière, si on regarde les chiffres et la réalité terrain, donc slide suivant, on a la réalité, c'est qu'en France, on a aujourd'hui près de 153 000 points de charge à fin novembre, ouverts au public. Ça veut dire une augmentation d'un tiers en 12 mois. Et ça correspond effectivement à une croissance très forte sur les 2-3 dernières années, avec des investissements massifs portés par les pouvoirs publics, souvent subventionnés, qui nous ont amenés dans un nombre de points de charge moyen par 100 000 habitants, qui est largement dans la moyenne des pays européens. On se rend compte aussi que, si on va donc au slide suivant, c'est que les taux de disponibilité se sont très fortement améliorés. Ça veut dire que entre les subventions à devenir qui ont permis le rétrofit des premières générations de bornes, et puis un écosystème qui se solidifie qui était balbutiant et aujourd'hui avec quelque part des opérateurs qui travaillent de manière sérieuse sur ces sujets-là, on a quand même des taux de disponibilité de près de 95% sur les stations de charge, ce qui permet quand même de garantir l'itinérance et la continuité de recharge en itinérance. Donc la réalité, c'est que effectivement, il y a beaucoup de bornes publiques
sur le terrain. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est au niveau de nos clients, il y a une augmentation très forte de la demande dans les entreprises. Et donc, on a aujourd'hui, à la fin de l'année, on aura 15 000 bornes installées, opérées, ce qui montre effectivement, depuis les balbutiements de l'entreprise en 2016, où il y avait encore quasiment pas de véhicules électriques, et aujourd'hui, on voit évidemment une accélération de la demande et des besoins liés aux infrastructures. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas juste la France, hein. Sur l'ensemble des pays d'Europe, ces sujets sont prégnants. Les investissements sont massifs au niveau de l'infrastructure européenne. Et donc, ça veut dire qu'avec une carte, on est capable d'assurer l'itinérance, même sur des voyages très longs, pour aller d'un pays à un autre. Et donc, on assure la continuité de recharge avec nos services de MSP. Donc, si on regarde en entreprise, là, le marché spécifique des réalités par rapport au marché qui est vraiment très développé sur la partie publique, on se rend compte qu'effectivement, plus de la moitié des entreprises n'ont aucune borne installée. On voit qu'effectivement, avec la loi L'Homme et les 5%, on a près de 40% qui prévoient d'en installer. Mais ça veut dire aujourd'hui que il y a encore même seulement un tiers des entreprises qui subventionnent la borne à domicile. Donc ça veut dire que ces sujets-là, au niveau de l'entreprise, sont encore ce que je vais appeler un peu balbutiants, ou en tout cas, il y a des gens qui sont très très avancés, on le verra, on donnera un exemple concret jusqu'après. Mais la réalité, c'est que dans plus de la moitié des entreprises, et près de 60% dans les grandes entreprises, il n'y a pas de borne. Donc effectivement, c'est difficile de migrer sa flotte si on n'a pas de borne au bureau. C'est difficile d'encourager ses salariés qui, eux, potentiellement, n'ont pas la capacité, soit parce qu'ils sont dans du collectif, soit parce qu'ils n'ont pas d'endroit où garer, où ils peuvent mettre une borne. C'est pas si on n'a pas de borne au bureau, c'est vrai qu'on ne marque pas le signal d'une volonté d'aider ou de contribuer à la décarbonation du trajet domicile-travail. Il y a aussi un enjeu que nous, on rencontre souvent dans les discussions, où c'est quand même un peu de défiance ou un peu d'incertitude, lié aussi à des éléments retentissants, hein. On a vu récemment une faillite de Northvolt, hein, qui était une grosse usine de batterie très prometteuse. On a vu des gens des patrons qui partent. On a vu des oppositions stratégiques chez certains patrons sur l'électrique, etc. On a vu Engie récemment qui a arrêté les frais sur EVBox, hein, un opérateur et constructeur de bornes, même s'il a revendu la partie publique. Donc, effectivement, plus les incertitudes au niveau du débat politique, au niveau du gouvernement, au niveau des lois de finances. Donc, beaucoup de messages très, très confusants et qui peuvent éventuellement amener à se dire, moi, je vais rester dans une position attentiste, ou même des gens qui nous disent, moi, je ne crois pas à l'EV. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que effectivement, si on regarde les volumes aujourd'hui, les constructeurs ont massivement investi sur la partie électrique. Les véhicules commencent à sortir. Il y a une concurrence acharnée qui va se jouer avec beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup de produits attractifs. Les véhicules électriques sont souvent mieux équipés que les véhicules thermiques sur pas mal de sujets parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'électronique embarquée. Donc, on voit aujourd'hui que ce sujet, même s'il est encore en balbutiement en France, en tout cas du point de vue B2B, on le voit, nous, avancer en tout cas assez fortement. Alors, je donnais la parole à Denis qui lui aussi se frotte tous les jours au sujet de l'IRVE chez nos prospects B2B. Denis, si tu veux. Merci Michael pour cette overview sur le marché du véhicule électrique en Europe et en France. Donc effectivement, ici, le sujet, c'est d'apporter un éclairage peut-être un peu plus pragmatique du terrain. On sait que, comme l'a dit Michael, le sujet de l'IRVE, il en est encore à ses balbutiements dans la majeure partie des entreprises, hein. On peut considérer que c'est un sujet encore en devenir, très clairement. Et avec cette spécificité en France qu'il faut jamais oublier en matière de tissu économique, c'est qu'on a quand même 27% des salariés qui sont employés par 0,1% des entreprises. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le CAC 40 qui, d'une manière générale, est constitué d'entreprises qui sont plutôt assez motrices en matière d'équipement. Mais derrière ça, on a un paysage avec beaucoup de PME et de TPE, c'est-à-dire près de 3 millions de personnes morales
qui n'ont pas toutes effectivement la même acception du véhicule électrique au sein de leur business. Donc on a un contexte en fait économique, culturel et géographique qui explique une transformation qui est plus lente en France. Alors je parle de la France parce que Mobility Plus tire ses origines du marché belge et qu'on voit bien la différence qu'on peut avoir avec le marché belge, même s'il ne s'agit absolument pas de comparer. On a effectivement en France deux constructeurs nationaux qui se sont peut-être un peu laissés dépasser par la technologie du véhicule électrique récemment. On a aussi une géographie qui est tout à fait différente. Et enfin, on a aussi cet aspect culturel, puisque notre président nous qualifiait de Gaulois réfractaires. Et bon, moi, je le vois bien et on est plusieurs à le voir quand on va sur le terrain. Il y a beaucoup d'objections. Des objections comme j'y crois pas, on va revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que les constructeurs, après avoir investi des centaines de milliards d'euros, vont revenir en arrière. Pourquoi pas? On n'a pas d'obligation, par exemple, ou alors il y a une confusion avec les besoins professionnels. Tout à l'heure, il y a encore un quart d'heure, je recevais une réponse d'une entreprise qui m'expliquait avoir donc effectivement des bornes sur son parking, mais qu'elles allaient être destinées uniquement aux véhicules de fonction. Or non, à partir du 1er janvier 2025, toute entreprise qui dispose d'un parking de plus de 20 places doit y consacrer 5% pour les salariés. Donc voilà, tout ça c'est très nouveau pour beaucoup d'entreprises. Et puis il y a aussi des entreprises qui ont des freins qui sont assez irrationnels. Michael l'a un peu évoqué plus tôt, c'est-à-dire que affecter un véhicule électrique en entreprise, pour le bénéficiaire, ça veut dire que c'est une perte de liberté. C'est comme ça que c'est perçu. C'est tout à fait irrationnel. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de directions générales, finalement, qui choisissent, mais on peut le comprendre, qui choisissent leur combat et qui ne souhaitent pas forcément engager le combat avec les commerciaux, les directions commerciales sur ce sujet. Mais ça, c'est un vrai frein irrationnel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Alors le sujet RSE, il est clair, ce qui le caractérise, c'est que c'est un sujet transverse par nature. Il va concerner plusieurs fonctions, fonctions RSE, services généraux, qui sont souvent notre premier point de contact, les RH, puisqu'on a un impact effectivement avec les avantages en nature, les directions administratives et financières, les achats, bref, autant d'interlocuteurs qui font que ça ajoute aussi à la complexité, à la lenteur des prises des décisions qu'on peut comprendre tout à fait. Alors c'est aussi et avant tout un sujet qui est lié à la conduite du changement en entreprise. Et effectivement, l'adoption du véhicule électrique engendre forcément un changement de comportement. Voilà. Et que c'est pas toujours évident, effectivement, de changer de comportement, de changer ses habitudes lorsqu'on vient du véhicule thermique. Je voudrais terminer sur ce slide en disant on l'a accepté maintenant, on est vraiment sur le temps long. Et qu'en moyenne, nous, les affaires que l'on signe, eh bien, on a un lead time entre le premier contact et la signature de 12 mois, et qu'on voit même certaines exceptions avec 18 voire 24 mois. Voilà, donc je terminerai ce slide et ce feedback du terrain en disant que c'est plutôt quand même souvent un sujet lié à la volonté plutôt qu'une priorité ou un sujet lié au coût et au budget au sein des entreprises. Merci Denis. Donc effectivement, nous ce qu'on voit, on a des clients qui ont décidé de faire le pas. On travaille avec une société qui s'appelle Oxia. Ils ont décidé d'avoir une approche combinée, équipement à domicile, équipement au bureau, transition de la flotte, et qu'on a vu qu'en moins d'un an, effectivement, on a équipé 5 sites à travers toute la France. On a équipé en bornes de recharge principalement des bornes en courant alternatif 722, ou alors, et on a même mis des bornes 25-50 pour des usages spécifiques. Donc en fait, effectivement, c'est une dynamique qui a été créée, c'est une envie par la direction générale, et le projet s'est passé rapidement, et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc maintenant, si on regarde pour la suite, on a vu 2024, on a vu où on en est. Concrètement, c'est quoi l'avenir et qu'est-ce que c'est que 2025? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, si on regarde les chiffres, on se projette à 3 ans à 23% sur les flottes en électrique. En tout cas, c'est ce que les directeurs de flotte, responsables de flotte disent. Bon, on peut imaginer que ça peut varier. Il y a l'obligation de 20 qui va passer à 40. Donc, c'est-à-dire qu'à 3 ans, on
on est a priori, effectivement, on est encore sur des ratios qui sont raisonnables en termes de bascule. On n'est pas dans, comme on l'a fait effectivement, comme le disait Denis en Belgique. En Belgique, il y a une loi unique et assez simple. 2026, la voiture n'est pas full électrique, elle n'est plus déductible. Donc les flottes basculent quasiment à 100%. En 3 ans, basculer vers l'électrique, vers le full EV. Donc là, on est dans effectivement une évolution mesurée. On voit aussi que l'impact réglementaire est très très important. Donc le premier, effectivement, c'est il y a réglementation AFIR. Bon, il y a aussi beaucoup de débats là-dessus, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir une expérience utilisateur qui est plus riche, où on sait combien on va payer. Donc ça veut dire, nous on propose des bornes qui ont des affichages justement pour permettre d'avoir un affichage du prix à la borne. Ça c'est la réglementation sur la partie publique. Mais dans tous les cas, ça veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et qui vont quelque part solidifier l'écosystème IRVE, IRVE, ça va rendre l'expérience utilisateur bien meilleure. Il y a effectivement d'autres sujets sur la réglementation. Il y a des modifications assez conséquentes sur les réductions des bonus qui étaient là. On va garder du leasing social, mais on va avoir un budget réduit. On a des changements attendus sur l'URSSAF au niveau des avantages en nature sur la recharge qui est offerte aux salariés. On a les ZFE, donc il y a pas mal de choses qui vont bouger, même si aujourd'hui, on le sait, on voit bien que sur le PLF 2025, tout n'est pas encore 100% sûr et qu'on est encore dans une logique où le budget n'est pas encore voté. Donc, le malus, on sait que de toute façon, le malus pour les véhicules thermiques va s'alourdir. Il va y avoir la baisse des CO2 qui va être imposée avec des prix qui vont devenir plus chers. Donc, ça veut dire de toute façon, détenir des véhicules thermiques va devenir de moins en moins économiquement intéressant, au-delà même de l'ambition RSE qui peut être portée par rapport à ça. Il y a aussi derrière, slide suivant, pardon. Oui, donc une chose qui reste là, c'est la loi LOM, qui pour nous reste d'application, une loi assez simple et solide dans la mesure où elle attaque d'un côté la partie flotte, et on sait que les flottes, c'est à peu près 45% du marché annuel. Les flottes en France, c'est autour de 800 et quelques mille voitures par an. Donc ça veut dire que les entreprises ont un rôle crucial dans le fait de faire migrer les flottes vers l'électrification. Et effectivement, aujourd'hui, paradoxalement, c'est plutôt les particuliers qui tirent sur les autres 800 000 véhicules. Mais en tout cas, effectivement, il y a une loi pour la partie flotte, il y a une loi pour la partie équipement des parkings. Et donc, quand on regarde, même si cet encadrement a résisté aux pressions éventuelles, on est sur une ambition, comme je l'ai dit, qui reste mesurée. Et comme nous, on le voit souvent de manière assez surprenante en France, il y a la loi et puis il y a le respect de la loi. On a paradoxalement des questions sur qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas la loi? Est-ce qu'il y a des amendes? Il y a des amendes qui avaient été prévues par véhicule. Ça a été retoqué, donc a priori, il n'y en aura pas en 2025. Mais ça veut dire que on peut être parfois dans même des dénis de manière presque institutionnelle du respect de la loi par rapport à ces sujets. Bon, pour nous, la loi est assez simple, 20% de bascule, 5%. On nous pose pas mal de questions. Qu'est-ce qui se passe si je ne respecte pas la loi? On est le 17 décembre, c'est vrai que 5% au 1er janvier, si on commence son projet le 17 décembre, c'est clair qu'on aura du mal à être équipé à 5% au 1er janvier. Donc clairement, c'est un sujet, il y a un encadrement réglementaire. D'autre part, il y a des points sur 2025 qui restent d'actualité sur l'advenir, même si les primes à devenir ont quasiment disparu pour les entreprises. Il reste encore les poids lourds et les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'automobile. Donc, il reste quelques primes. Et je dirais les poids lourds, ça reste encore vraiment très intéressant, même si aujourd'hui, le sujet reste effectivement d'avoir comme l'EV l'était il y a 2-3 ans, avoir des produits qui sortent et qui commencent à sortir. D'autre part, il y a, je le mentionne souvent, c'est-à-dire qu'on parle d'une bascule et d'une vitesse de bascule. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2-3 ans, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. Là, rien que sur 2025, il y a
des nouveaux véhicules qui vont sortir, assez emblématiques, avec des produits forts, sur des grandes marques qui maintenant, tous les travaux de R&D, tous les investissements qui ont été faits dans l'outil de production, dans la chaîne, dans la nouvelle chaîne quelque part de valeur de l'automobile, et maintenant commencent à porter leurs fruits. Il faut s'attendre effectivement à, je ne vais pas appeler de déferlante, mais en tout cas, et là on a positionné que des modèles qui n'étaient pas des constructeurs chinois. On peut rajouter aussi pas mal de marques qui débarquent en France. Et donc, il faut s'attendre à une offre qui devient une réelle alternative à une offre aussi sur les thermiques qui s'était devenue, je ne vais pas dire pléthorique, mais en tout cas adaptée à chaque segment de marché avec des identités fortes sur chaque segment, des déclinaisons multiples pour une même plateforme. On va arriver aujourd'hui, entre 2025 et 2027, sur effectivement quelque part récolter les fruits de tout ce qui s'est fait chez les constructeurs, tous les efforts qui ont été entrepris, souvent d'ailleurs dans la douleur. Si on regarde pour la voiture de l'année 2025, sur les 7 voitures proposées, il y a 5 véhicules 100% électriques. Je vous invite à vous connecter le 10 janvier pour avoir les résultats. Donc tout ça fait que on va avoir de l'offre sur le véhicule. On a aussi un enjeu qui est critique, qui est la batterie. Bon, la batterie, c'est entre 15 et 25% du prix du VE. Si on regarde la courbe, quand on a commencé nous à suivre ces études vers 2019, on s'est rendu compte qu'effectivement on attendait une baisse, on va dire régulière, et on voit que si on gomme post-Covid 2022-2023 qui étaient liés aux enjeux de problèmes de composants, on a une courbe qui est régulière en descente. On était à des prix qui étaient 5 fois ça il y a encore quelques années. Et là, on va avoir une descente significative du prix de la cellule, du pack. Et ça veut dire que clairement, on va avoir, en plus quelque part d'une densité supérieure de kilowatts par kilo, ce qui va faire que non seulement on va avoir un prix inférieur de manière assez importante de 20 à 30% sur le prix du pack batterie, donc qui va réduire le coût pour les constructeurs, parce qu'il y a un coût incompressible et qui nous répercute, puisque là-dessus, ils ont peu la main. Donc là, les grands fabricants de batteries vont mettre des batteries sur le marché qui sont beaucoup moins chères. Et donc, il faut s'attendre à des prix qui vont baisser sur le véhicule électrique et qui donc vont avoir un impact sur le TCO. Et effectivement, le TCO, déjà aujourd'hui, si on compare des véhicules, bon là on a pris un exemple, mais quasiment sur toutes les gammes, si on regarde si on compare le coût du carburant entre recharge électrique, on compare quelque part le nombre limité de pièces qui fait qu'on a moins d'entretien, que de plus en plus on a des valeurs résiduelles qui sont supérieures sur les véhicules électriques, sur les véhicules thermiques, et qu'on a une fiscalité pour les entreprises qui devient presque rédhibitoire sur la partie moteur à combustion. Clairement, on se retrouve avec des TCO qui aujourd'hui sont inférieurs sur les véhicules électriques. On était plutôt à la parité il y a 18 mois. Aujourd'hui, on est en train de manière récurrente de diminuer petit à petit le prix et de faire en sorte que ça devient, même économiquement, une véritable alternative, même en incluant l'investissement dans la borne de recharge. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire pour 2025 ? Nous, il y a en tout cas dans la réflexion, avant même de parler d'usage, pour nous, il y a quand même 2 routes tracées, comme je l'ai dit. Une sur la partie migration de flotte, et là, on sait qu'on adresse quand même qu'une petite partie du parc, puisque on sait que dans les entreprises aujourd'hui en France, on a un taux d'équipement en voiture de flotte qui est assez limité par rapport au parc roulant de l'ensemble des salariés sur l'entreprise, sauf pour les entreprises qui ont le véhicule au cœur de leur modèle économique. Mais dans tous les cas, il y a une incitation, il y a une loi qui permet déjà de donner des volumes, d'avoir un premier quelque part calcul de quelle peut être une trajectoire sur 5 ans. Pourquoi je dis 5 ans? C'est que les décisions qu'on prend sur son infrastructure de recharge, l'équipement soit salarié à la maison, soit au bureau, on est sur
des bornes qui peuvent être amorties entre 5 et 7 ans en fonction de l'usage ou en tout cas de leur localisation. Et on est sur des infrastructures électriques plutôt sur des investissements à 10 ans. Donc, effectivement, on est sur des choix durables, c'est-à-dire qu'il faut se poser des questions, il faut s'inscrire dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'on installe tout de suite, mais il faut être capable de créer une trajectoire. Et cette trajectoire, elle est liée à l'ensemble des parties prenantes que Denis a évoqué, hein, que ce soit les RH, la finance. Ça veut dire que l'ensemble des parties prenantes au projet vont quelque part avoir une bonne compréhension des tenants et des aboutissants de chaque décision qui est prise, en termes d'avantages en nature, en termes de prix d'équipement, en termes de coût global, de TCO, etc. Donc, ça veut dire avoir une bonne compréhension de l'écosystème EV, IRVE. De la même façon, il y a une loi qui dit 5%, donc celle-là, elle est très très simple aussi. J'ai 100 places. Bon, 100 places, c'est pas très compliqué à calculer 5%. Donc c'est déjà un premier, avant de se poser des questions de cas d'usage, de savoir si j'ai des salariés qui restent toute la journée, si j'ai beaucoup de gens qui travaillent en mode hybride, est-ce que j'ai des gens qui restent 2 heures et qui doivent repartir parce qu'ils viennent à une réunion et c'est fréquent. Donc toutes les cas d'usage qui sont là, on peut se les poser, mais dans tous les cas, on a quelque chose d'assez simple qui est encadré par le législateur et qui donne une trajectoire à la fois sur la partie flotte et la partie parking. Donc, pour rejoindre en termes de ce que disait Denis tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, le vrai sujet, c'est le leadership. C'est-à-dire qu'il faut que ce projet soit pris quelque part au moins quelqu'un au comité de direction et qui puisse associer les différentes parties prenantes, les différents acteurs, pour inscrire une trajectoire qui soit affirmée, sur laquelle on peut communiquer, dans laquelle on peut inscrire la conduite du changement qui va avec, sur lesquels on peut prendre des engagements avec des fournisseurs et qu'on peut aussi avoir aussi des choses qui sont durables et sur lesquelles les gens n'ont pas l'impression qu'on a une obligation au 1er janvier 2025 et personne ne sait dans l'entreprise ce qui va se passer. Et évidemment, là-dessus, on peut vous accompagner. Nous, pour terminer, on n'est pas les seuls à croire à la croissance du marché, puisque fin octobre, au mois d'octobre 2024, on a bénéficié un investisseur qui a investi 40 millions d'euros, qui s'appelle Suma Capital, et qui est venu s'adjoindre à nos investisseurs historiques pour assurer la croissance sur 2025 et plus tard, et pour nous permettre aussi d'avoir en interne les ressources qui nous permettent d'accompagner nos clients, parce qu'on a très souvent, un rôle, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de tous ces webinaires, un rôle d'explication, d'échange autour des enjeux de l'IRVE et de l'IVI.